Bonjour Ézéchiel Fernandez. Bonjour Mélisse, bonjour à tous. Il est 12h30 sur France Culture et c'est l'heure du journal de la rédaction. Imran Khan, nouvel homme fort du Pakistan à l'issue des élections législatives. L'ex-champion de cricket ne peut toutefois pas gouverner avec son seul parti, sans oublier que l'armée pakistanaise tire les ficelles en coulisses, nous dira le chercheur Christophe Jaffrelot, auteur du syndrome pakistanais. La croissance, elle stagne en France, plus 0,2% pour le deuxième trimestre. Le gouvernement ne pourra sans doute pas tenir son objectif de 2% pour l'année 2018. Laura Dulieu nous donnera les raisons de cet arrêt sur image. Renault risque de suspendre ses investissements en Iran. Les menaces américaines de sanctions contre les groupes qui continueraient à travailler en Iran pèsent lourd sur la stratégie internationale du groupe automobile. Les députés de gauche vont déposer à leur tour une motion de censure, tout comme le groupe Les Républicains. Ce sera mardi en principe. L'un des effets de l'affaire Benalla sera peut-être de participer à une recomposition du paysage politique. Élément de réflexion dans ce journal avec Maïwenn Bordron. Historique dans le ciel ce soir, la plus longue éclipse de lune totale de notre siècle. Laura Schlegel nous aidera à braquer notre télescope ou nos jumelles. Dans la grande table d'été, Maëlys Besseril, sera question de restauration, oui, de restauration mais de films à l'occasion des œuvres de Robert Bresson qui sont restaurées d'une rétrospective à la Cinémathèque avant de faire le portrait d'Éric Judor. Rendez-vous à 12h45. Au Pakistan, 22 ans après la création de son parti, le Mouvement du Pakistan pour la justice, l'ancien champion de cricket Imran Khan s'apprête donc à prendre les rênes du pouvoir. Le dernier décompte partiel des votes donne ce matin son parti vainqueur avec au moins 114 sièges, loin devant la Ligue musulmane pakistanaise, Shahbaz Sharif et le parti du peuple pakistanais de Bilawal Bhutto Zardari. 114 sièges sur 272, ce qui veut dire qu'Imran Khan n'a pas de majorité absolue pour gouverner, d'où la nécessité pour lui de chercher des soutiens ou plus difficile encore, former une coalition. Personnalité politique assez mouvante et ambiguë, Imran Khan a par ailleurs bénéficié du soutien de la très puissante armée pakistanaise qui a dirigé le pays jusqu'en 2008. Comme nous l'explique le chercheur Christophe Jaffrelot, il est l'auteur du syndrome pakistanais, joint ce matin par Valérie Crova. Ce qui fait que Imran Khan est aujourd'hui Premier ministre ou quasiment, c'est bien grâce à l'armée. Il est la créature de l'armée. Pour les militaires, la priorité, c'est éviter qu'un pouvoir civil fort ne finisse par s'installer au Pakistan. Il n'est pas possible de faire un coup d'État. Un coup d'État n'est plus d'actualité. Le Pakistan ne peut pas avoir un régime militaire, ne serait-ce que parce qu'il serait immédiatement soumis à des sanctions. Or, il a besoin de l'argent du FMI, il a besoin de l'argent des Américains. Donc, il faut trouver le civil qui peut déboulonner le Premier ministre ou celui qui avait cette fonction. La justice les a aidés. La justice a joué le jeu en destituant Nawaz Sharif, en l'empêchant de se représenter. Il est maintenant en prison. Mais il fallait trouver un remplaçant. Et Imran Khan est celui qui, depuis maintenant plus de 10 ans, aspire à jouer ce rôle de chef du pays et se voit un destin national. Donc, ils ont misé sur ce cheval. Il a remporté les élections. Maintenant, il ne faut pas s'illusionner. Il gouvernera peut-être, mais c'est l'armée qui régnera. C'est elle qui fera la politique afghane, qui fera la politique indienne, qui fera la politique américaine, qui fera la politique chinoise. Bref, on va se retrouver dans un cas de figure qu'on connaît bien, puisqu'en fait, Nawaz Sharif avait aussi été la créature de l'armée, et puis avait cherché à s'en émanciper, et avait été finalement rappelé à l'ordre, puis ramené dans l'opposition. Christophe Jaffrelot, l'auteur du syndrome pakistanais, sont également attendus dans cette journée les avis de plusieurs missions internationales d'observation, notamment européennes, sur le déroulement du scrutin au Pakistan. Au lendemain de l'entente cordiale commerciale apparemment ressuscitée entre les USA et l'Union européenne, les dirigeants des BRICS hier à Johannesburg, en Afrique du Sud, ont décidé de resserrer leurs propres échanges. Il s'agit du Brésil, de la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays qui pèsent tout de même 40% de la population mondiale et 42% du PIB mondial. Les dirigeants en question, dans une déclaration commune, s'inquiètent des conséquences de mesures macroéconomiques prises dans certaines grandes économies avancées, ce qui vise bien sûr les États-Unis sans les citer. Le sommet des BRICS à Johannesburg s'achève aujourd'hui. Le bilan des incendies terribles à l'est d'Athènes en Grèce, le bilan s'élève désormais à 82 morts et plus de 100 blessés. Seule une trentaine de corps ont été identifiés pour l'instant. Le gouvernement annonce bien sûr des mesures d'urgence pour les sinistrés avec le versement d'indemnités et des exonérations alors que la polémique enfle en Grèce. D'autres incendies dans le monde, incendie de forêt qui ravage en ce moment le sud de la Californie et qui a forcé plus de 3000 personnes à fuir de leur domicile à 130 km environ de Los Angeles.
En France, si le gouvernement cherchait à se consoler avec les chiffres de la croissance, eh bien, c'est raté. Le baromètre publié ce matin confirme le ralentissement observé depuis le début de l'année, plus 0,2% seulement au deuxième trimestre, comme au premier d'ailleurs, un chiffre inférieur aux attentes, alors que l'année 2017 s'était soldée par une croissance de 2,2%. À l'heure qu'il est, l'aura du lieu, le gouvernement aura bien du mal à tenir son engagement de 2% pour cette année. Oui, effectivement, 0,2%, c'est un chiffre décevant pour l'exécutif. Même l'INSEE et la Banque de France prévoyaient en juin une hausse plus importante. C'est donc un vrai ralentissement de la croissance après les très bons chiffres de l'année dernière. Alors, plusieurs causes sont avancées pour expliquer ce coup de mou. Et en premier, la baisse de consommation des ménages, avec notamment une hausse de la fiscalité, les prix très élevés du pétrole ou encore une belle météo qui fait baisser la consommation d'énergie. Le commerce extérieur a aussi eu un impact négatif sur le PIB avec une hausse des importations pendant ce deuxième trimestre, une hausse pas suffisamment compensée par les exportations. Pour la fin de l'année, à l'heure actuelle, l'exécutif table toujours sur 2% de croissance, un objectif qui semble très compliqué à atteindre, encore plus avec la légère hausse du chômage dévoilée hier. L'INSEE prévoit 1,7% de hausse du PIB pour 2018. La deuxième partie de l'année pourrait être meilleure, notamment avec le début de la suppression de la taxe d'habitation, mais pas assez pour peser suffisamment sur la croissance. Enfin, la dernière question qui se pose est celle du déficit budgétaire de la France. Le gouvernement veut le réduire de 2,6 à 2,3%, mais là aussi, l'objectif risque d'être très difficile à atteindre. Merci beaucoup Laura Dulieu pour toutes ces précisions. Une certitude, le prix du timbre va augmenter de 10% l'an prochain. La Poste vient de l'annoncer, 8 centimes de plus pour le timbre vert à 0,88 et 10 centimes de plus pour le prioritaire rouge. La Poste justifie, comme d'habitude, cette hausse par la nécessité de compenser le déclin des volumes de courrier qui a baissé de 6% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Donc le prix du timbre qui va augmenter, c'est pas bon non plus pour la croissance. Renault va-t-il suspendre son développement en Iran? Hypothèse posée telle quelle par Thierry Bolloré ce matin, directeur général adjoint du constructeur automobile, lors du point consacré aux résultats semestriels du groupe. Une décision qui a à voir avec le fait que les États-Unis imposent de nouveau des sanctions économiques à l'Iran après leur retrait de l'accord international sur le nucléaire iranien, l'accord de 2015. Le corollaire, c'est la menace de rétorsion que font peser les USA sur les groupes qui continueraient à travailler en Iran. En juin dernier, Renault, par la voix de son PDG, Carlos Ghosn, affirmait vouloir rester dans la République islamique. Depuis, Olivia Cohen, la donne a changé. Et oui, à l'heure où nous parlons, Ézéchiel, tout est gelé sur ce dossier malgré les chaudes températures. Selon le service presse de Renault, les activités courantes sont au point mort. Et pour cause, l'avenir du groupe automobile en Iran est suspendu à une date, le 6 août, date de publication du premier volet officiel des sanctions américaines. Aujourd'hui, 10 jours avant la publication du texte, le compte à rebours est lancé et chez Renault, tout est finalement prêt pour se retirer. Pourtant, il y a un an seulement, un accord signé avec 2 fonds d'investissement iraniens prévoyait l'agrandissement de l'usine actuelle, un centre d'achat et une ingénierie locale pour produire 150 000 véhicules et moteurs par an. L'Iran a des atouts majeurs aux yeux du constructeur automobile français, une main-d'œuvre peu onéreuse, 4 € de l'heure, c'est un petit peu plus qu'au Maroc. Autre avantage, le réseau routier est bien développé et surtout les Iraniens achètent des voitures. Un marché dont la France n'a pas envie de se passer. Notre gouvernement a bien essayé à la mi-juillet de négocier en demandant une exemption des sanctions américaines, mais il s'est heurté à un mur. Le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont eux aussi cassé le nez. Dernier recours, l'Europe. Une loi censée protéger les entreprises du vieux continent présente en Iran doit entrer en application le 6 août, date du premier volet des sanctions américaines, on le rappelle. Cela sera-t-il suffisant, Ézéchiel? Pas sûr. La question mérite d'être posée. Merci Olivia Cohen. À noter que le second volet des sanctions américaines entrera en vigueur le 4 novembre, pendant les élections à mi-mandat aux États-Unis. Peut-être auriez-vous été déçus si l'on ne parlait pas de l'affaire Benalla, les suites des auditions de la commission des lois de l'Assemblée, cette fois-ci sans les députés LR et de la France Insoumise. En quelque sorte, la République En Marche enquête sur elle-même. Et c'est au tour aujourd'hui de Pierre Leleu d'être entendu, le commandant divisionnaire de l'unité de CRS, présent place de la Contrescarpe à Paris lors des fameux incidents du 1er mai, a affirmé tout à l'heure qu'il n'avait découvert que jeudi dernier, lors des révélations du Monde, qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras n'étaient pas membres des forces de l'ordre.
L'affaire Benalla en question va-t-elle participer incidemment à une recomposition politique? Et cela après l'atomisation des partis de gouvernement traditionnels à laquelle on a assisté lors de la dernière élection présidentielle. Les députés de gauche, en tout cas, préparent en ce moment une motion de censure commune. C'est ce qu'a annoncé le Parti socialiste hier soir. Un peu plus tôt, dans la soirée, le groupe LR, mené par Christian Jacob, à l'Assemblée, déposait sa propre motion. La semaine prochaine, mardi, ce sont donc deux motions